Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée de septembre 2021 s'est bien passée. Tout d'abord, je voulais vous remercier car nous sommes aujourd'hui plus de 30 000 sur la chaîne et ça ne cesse de monter. Sachez que vos commentaires, vos retours bienveillants m'encouragent, me vont droit au cœur. En vrai, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour positif sur son travail. Du coup, merci à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier le cas de Todd Kohlhepp, un tueur en série totalement détaché des différents crimes qu'il a pu commettre. Cette affaire criminelle a fait grand bruit aux États-Unis. Cet individu, manipulateur et vantard, avait, depuis sa plus tendre enfance, en dépit d'une intelligence certaine, montré, de par ses comportements, des prédispositions à devenir le monstre froid et calculateur qu'il est aujourd'hui. Je vous invite donc à vous installer confortablement afin de découvrir la dérangeante et sordide histoire de l'infâme Todd Kohlhepp. Le 3 novembre 2016, des policiers avec un mandat de perquisition, enquêtant sur la disparition d'un couple, examinent la propriété d'un certain Todd Kohlhepp, un homme d'affaires de 45 ans fiché en tant que délinquant sexuel. Les policiers effectuaient leur inspection lorsque soudain, aux abords d'un container se trouvant sur le terrain de la propriété, ils entendirent des bruits, comme si quelqu'un tapait contre une paroi métallique. Ils perçurent également la voix d'une femme en détresse, hurlant en sanglots « Aidez-moi, s'il vous plaît, sauvez-moi !» Les policiers comprirent immédiatement que cette voix provenait de l'intérieur du container. Ils se pressèrent alors de découper les 5 cadenas pour l'ouvrir et virent, à l'intérieur de cette prison de métal, une jeune femme de 30 ans, séquestrée, attachée au fond du container avec une grosse chaîne à son cou tel un animal. Cette pauvre femme séquestrée, qui a été violée à plusieurs reprises tout au long de sa captivité, n'est nulle autre que Kayla Brown, une jeune femme de 30 ans, qui avec son petit ami David, n'avait plus vu leurs proches depuis plus de 2 mois. Kayla Brown, une fois sauvée, révélera à la police que son ravisseur, Todd Kohlhepp, est loin d'être à son premier coup d'essai. Il serait, selon ce qu'il aurait dit durant sa séquestration, probablement l'auteur de près d'une centaine de meurtres. Todd Kohlhepp est né Todd Samsel le 7 mars 1971 en Floride. Il est fils unique et passe son enfance en Caroline du Sud et en Géorgie. Lorsqu'il a 2 ans, ses parents se séparent et cela impactera fortement Todd qui était très attaché à son père. Il vit seul avec sa mère en Caroline du Sud jusqu'à ce que celle-ci, 1 an après son divorce, se remarie avec un certain Carl Kohlhepp. Todd a alors 3 ans. Il n'acceptera jamais ce beau-père qui entra inopinément dans sa vie. Il ne lui reconnaissait, malgré son jeune âge, aucune autorité et leur relation était, au-delà d'être conflictuelle, considérée comme malsaine. Carl Kohlhepp, son beau-père, était abusif et violent, il demandera néanmoins l'autorisation à son père biologique de pouvoir l'adopter. C'est ainsi que le nom de famille de Todd est devenu Kohlhepp. À ses 4 ans, il ne verra d'ailleurs plus son père biologique, ce qui le meurtrira profondément. Todd partait quelquefois en week-end chez ses grands-parents qui avaient une ferme. C'étaient les parents de sa mère. Todd détestait ses grands-parents qui étaient également violents envers lui. Il dira plus tard que ses parents ainsi que ses grands-parents n'ont jamais souhaité devenir parents et que sa mère était elle-même une enfant battue. En maternelle, il est déjà repéré par les adultes comme étant agressif avec les autres enfants. Il est plutôt grand et costaud par rapport à ses petits camarades et n'hésite pas à user de la force afin de les contraindre. Todd est déjà très autoritaire et est souvent en proie à des crises de colère. Bien que considéré comme étant un enfant problématique, n'acceptant aucune autorité, et malgré les nombreuses convocations de sa mère, Todd suivait jusque-là un cursus scolaire dit normal. En effet, bien que n'étant pas un élève studieux, un enfant scolaire, Todd démontrait des capacités intellectuelles certaines. Todd grandissait et son comportement devenait de plus en plus problématique et inquiétant. Au-delà des violences qu'il perpétuait auprès de ses jeunes camarades d'école, il commença à s'en prendre et à exercer son pouvoir contre des petits animaux vulnérables. Un jour, sans raison apparente, il tira dans la tête d'un chien qui mourra instantanément. Il tua également son poisson rouge avec du Clorox, qui est un produit nettoyant. Mais cette fois-ci, il avait une raison. Il souhaitait changer d'animal de compagnie, il préférait avoir une gerbille qui est un petit rongeur.
Une autre fois encore, durant son enfance, Todd enfermera un petit garçon dans une cage pour chien et il fera rouler cette cage en riant et en se moquant. Le jeune garçon, quant à lui, était terrorisé et pleurait en le suppliant d'arrêter. Todd terrorisait ses camarades et n'écoutait aucun adulte. La mère de Todd, dont la relation avec son mari Carl était finie, multipliait de son côté les relations. Il expliquera d'ailleurs qu'il était un fardeau pour sa mère qui ne pensait qu'à une chose, vivre des histoires amoureuses. Il vit donc débarquer dans sa vie une multitude de beaux-pères, tous plus abusifs les uns que les autres. La seule chose que Todd demandait inlassablement à sa mère était de voir son père et de partir vivre chez lui en Arizona. Todd ne l'avait pas vu depuis ses 4 ans, mais sa mère refusait systématiquement ses demandes à son grand désarroi. À ses 9 ans, Todd devint intenable à la maison comme à l'école et passera 3 mois et demi dans un hôpital psychiatrique en raison de son incapacité à s'entendre avec les autres enfants. Il sera d'ailleurs qualifié par l'ensemble du corps enseignant comme étant un élève explosif, autoritaire et violent. Son père, qu'il reverra des années plus tard, dira de lui que lorsqu'il était enfant, la seule émotion que son fils était capable d'avoir était la colère. Il n'est pas rare que de jeunes enfants se montrent violents avec d'autres camarades ou encore se montrent cruels avec les animaux. Depuis notre plus tendre enfance, nous avons tous, à un moment ou à un autre, fait du mal à un animal ou à une petite bête de façon directe ou indirecte. La plupart du temps, nous faisons ce genre de choses simplement pour jouer, par curiosité, que ce soit tirer l'oreille ou la babine de notre chien de compagnie, s'amuser à faire un génocide de fourmis ayant le malheur de croiser notre chemin, ou encore couper la queue d'un lézard pour voir si elle repousse. En vrai, nous sommes tous et toutes passés par là, mais la plupart d'entre nous ne deviennent pas, bien évidemment, des tueurs en série. De 1 an à 6 ans, l'enfant explore le monde, il découvre et se familiarise avec son environnement. Tout est propice au jeu et à exprimer sa curiosité. Il expérimentera d'ailleurs celle-ci généralement avec l'animal de compagnie de la maison ou de la famille, qui se trouve être très souvent des chiens ou des chats. L'enfant à cet âge-là traitera les animaux comme des jouets qui lui appartiennent, du coup il pourrait leur faire du mal sans en avoir vraiment conscience. Pour lui, il est tout simplement en train de jouer, d'expérimenter sa curiosité. De 6 à 12 ans et très souvent à 6 ans, grâce à une éducation saine, l'enfant prend conscience qu'il n'est pas acceptable de maltraiter un animal. Et malgré cela, malgré une éducation saine, certains enfants pourraient continuer à faire du mal à des animaux. Bien qu'il faut être attentif, il ne faut pas dramatiser le premier comportement violent de l'enfant à l'égard d'un autre être vivant. Il pourrait là encore s'agir d'assouvir sa curiosité. Qui est le plus fort entre l'araignée et la sauterelle par exemple? Ou alors, est-ce qu'une queue de lézard une fois coupée repousse instantanément? Certains pourraient aussi faire du mal à un camarade ou un animal pour se faire accepter d'un groupe. Ils agiraient ainsi sous la pression des autres enfants. Il peut aussi arriver tout simplement que l'enfant reproduise une scène qu'il a vue ailleurs, que ce soit à la maison, dans un film ou alors au parc. Ce pourrait être aussi un signe de maltraitance. Un enfant maltraité par sa famille ou qui subit des violences ou autres humiliations de façon récurrente à l'école ou ailleurs peut développer un sentiment d'impuissance qui peut le faire devenir cruel avec des animaux afin d'exercer comme une sorte de domination, de pouvoir sur des êtres vivants plus vulnérables que lui. Un enfant peut aussi être violent de façon préventive, très souvent à cause d'une phobie des animaux. Et pour finir, il peut aussi s'agir d'un cas d'abus émotionnel. Dans ce cas-là, l'enfant agresserait l'animal de quelqu'un pour provoquer une souffrance chez son propriétaire. Dans le cas de Todd, il ne semblait pas être maltraité par sa mère, il n'a d'ailleurs jamais rien dit de tel. Il a par contre, bien que très jeune, très mal vécu le divorce de ses parents. Son environnement, ses habitudes se sont déconstruits. Il s'est senti comme abandonné par son père et l'arrivée d'un nouvel homme dans la vie de sa mère a été très mal perçue par Todd, qui ne lui a jamais reconnu aucune autorité. Ce beau-père ainsi que tous les autres qui sont entrés dans la vie de Todd et sa mère ont selon lui été tous des personnes abusives et violentes. En fait, sa mère s'orientait toujours vers le même type d'individu. Il n'a d'ailleurs durant son enfance jamais reconnu une quelconque autorité à un adulte, que ce soit à l'école ou à la maison,
Et ces agissements sordides nous montrent bien que Todd était un enfant en colère qui avait un besoin de contrôle et de pouvoir. Il essayait par tous les moyens d'avoir une prise de contrôle, un sentiment de pouvoir qu'il exerçait au quotidien sur les autres enfants ainsi que sur des petits animaux. Comme je vous l'ai dit, à ses 9 ans, Todd sera interné dans un centre psychiatrique. Il y restera 3 mois et demi et il considérera cette période comme un énième abandon. À son retour, les relations avec sa mère deviennent de plus en plus compliquées. Elle racontera d'ailleurs qu'à cette période, elle avait installé des verrous sur la porte de sa chambre et celle de son fils. La nuit tombée, elle enfermait Todd dans sa chambre afin qu'il ne sorte pas et allait s'enfermer également à double tour, de peur qu'il ne lui arrive quelque chose. Sa mère était effrayée par lui. Todd, quant à lui, ne souhaitait qu'une seule chose, aller vivre chez son père qu'il idéalisait. À ses 12 ans, il va enfin réussir à obtenir gain de cause. Et vous savez de quelle façon il a réussi à la convaincre? Eh bien, il a menacé de se suicider si elle refusait. Il prépara ses affaires avec enthousiasme et prit la direction de Tempe, en Arizona. Il venait d'avoir 12 ans. Todd était heureux, son père l'accueillit chaleureusement. Il était fier d'avoir son fiston, son petit gaillard à ses côtés. Au départ, tout se passait bien. Le père de Todd était un homme célibataire qui multipliait les aventures. Il était du genre à surjouer la virilité, à assumer un statut d'homme indomptable qu'aucune femme ne pouvait tenir en laisse. C'est lui qui décidait d'entamer ou de mettre fin à une relation. Il devint vite un modèle pour son fils, avec qui il partageait du temps et avait des intérêts en commun. Son père lui transmit une certaine vision du monde dans laquelle il fallait, pour survivre, être le plus fort et écraser l'autre. En plus de cela, son père lui partagera aussi sa passion pour les armes à feu et les explosifs. Il apprit à son fils, selon les dires de celui-ci, à faire exploser des choses et le maniement des armes. Son père était d'une très mauvaise influence pour Todd, qui n'était déjà pas un enfant de cœur. Ils partaient souvent tous les deux dans des magasins, des parcs, et ils volaient tout un tas de choses, et son père demandait à son fils de l'aider à charger dans le camion leur butin. Il n'était ni strict ni sévère, au contraire, Todd était souvent livré à lui-même, mais son père accordait beaucoup de valeur au fait que son fils soit fort et bagarreur. Il lui disait quelquefois, si tu te bats à l'école ou dans la rue avec un jeune et que tu gagnes pas, c'est même pas la peine de revenir à la maison car tu ne seras plus digne d'être mon fils. Todd réalisa que la vie avec son père n'était pas comme il l'avait espéré. Il était souvent seul, dormait seul, car son père était trop occupé à entretenir ses multiples relations, et de ce fait, Todd et lui se voyaient de moins en moins. Au bout de quelque temps de vie commune, leur relation se détériorera et deviendra conflictuelle. Todd regrettera même la vie avec sa mère, à qui il a demandé à plusieurs reprises de pouvoir revenir chez elle. Celle-ci, bien trop occupée à vivre ses amourettes, aurait à chacune de ses demandes trouvé une excuse afin de ne pas l'accueillir de nouveau. Todd est au collège à Tempe, en Arizona, et ça ne se passe pas bien. Il est toujours autant colérique et menaçant envers ses nouveaux camarades. Son père, qui est très détaché sur tout ce que fait son fils, se désintéresse totalement de sa scolarité. Todd est complètement livré à lui-même. Todd a désormais 15 ans et demi et cela fait 3 ans qu'il vit avec son père à Tempe, en Arizona. Le 25 novembre 1986, Todd est allé voir une jeune fille pour qui il avait des sentiments. Elle était en train de surveiller ses petits frères et ses petites sœurs. Il est arrivé et il lui a demandé de la suivre afin de la conduire jusqu'à son petit ami qui avait, paraît-il, quelque chose d'important à lui dire. Il n'y avait à cette époque pas de téléphone portable et la jeune fille de 14 ans qui le côtoyait à l'école ne se méfia pas et le suivit. Sur le chemin, elle se rendit compte que Todd se dirigeait vers chez lui. Elle s'arrêta en lui faisant part de son refus de continuer car elle ne comprenait pas pourquoi son petit ami serait passé par lui pour lui transmettre un message alors qu'ils ne se parlaient pas outre mesure. De plus, elle envisage encore moins le fait que son petit copain l'attende chez Todd pour lui dire quelque chose de personnel. Todd, devant les réticences de la jeune fille de le suivre, va immédiatement la menacer d'une arme à feu. Il va pointer un revolver de calibre 22 sur sa tempe et la força à le suivre jusqu'à chez lui. Arrivé chez son père, qui était absent, Todd attachera la jeune fille, lui scotchera la bouche et la violera durant
une journée entière. Lorsqu'il eut fini ce qu'il voulait faire avec elle, il décida de la raccompagner chez elle en l'intimidant et en la menaçant de tuer ses frères et sœurs si elle décidait un jour de révéler quoi que ce soit de ce qui s'était passé cette journée. Heureusement, cette jeune fille était courageuse et raconta immédiatement tout ce que Todd Kohlhepp lui avait fait subir. La police fut prévenue et se rendit immédiatement à son domicile afin de l'appréhender. Lorsqu'il vit les policiers, il eut une attitude détachée et la première chose qu'il dit fut celle-ci : « Combien de temps je vais prendre pour ça ?» Il expliquera alors qu'il avait agi ainsi dans le but de se venger de son père qui le délaissait et le rabaissait quotidiennement. Il ne montra aucun regret, il était complètement détaché de l'acte ignoble qu'il venait de commettre. À cette époque, on lui diagnostiqua des troubles de la personnalité ainsi que des troubles émotionnels profonds, mais pas de psychose. Cette évaluation psychologique démontrait que Todd n'était pas détaché de la réalité lorsqu'il séquestra et viola sa camarade de classe, ce qui rend son comportement lors de son arrestation complètement détaché, encore plus effrayant. Le psychiatre a évalué qu'il avait un très grand ego, qu'il avait une très grande aversion et était très rebelle contre l'autorité, quelle qu'elle soit. Il a également passé un test de QI dans lequel il a obtenu le score de 118. Alors à titre d'information, la moyenne se situe aux alentours de 100, la moyenne basse est dans les 90 et la moyenne haute va généralement jusqu'à 110. Todd s'avère donc être un adolescent intelligent bénéficiant de toutes ses capacités intellectuelles. Ses professeurs, qui furent également interrogés, constataient également que Todd avait certaines facilités et qu'il était plutôt vif d'esprit, mais cela ne l'empêchait pas d'avoir de mauvais résultats. Todd n'était pas un élève brillant, il n'était pas du tout scolaire. Son agent de probation demanda qu'il soit incarcéré avec les adultes, car il pensait que ses troubles psychologiques étaient vraiment profonds et qu'il n'allait pas être soigné rapidement. De plus, il considérait que Todd pouvait être un danger pour les autres. Nous sommes en fin d'année 1986, Todd a 15 ans et demi et il est dans l'attente de son jugement. Il est sous le coup de 3 chefs d'inculpation. Il est accusé d'enlèvement, d'agression sexuelle et de crime contre enfants. Son avocat révélera le fait que Todd est encore mineur et que malgré ses comportements turbulents et violents au sein des différentes écoles qu'il a pu côtoyer, il n'avait pas d'antécédents ni de casier judiciaire. De ce fait, Todd a réussi, en échange de plaider coupable pour l'enlèvement, à obtenir l'abandon des 2 autres charges retenues contre lui, qui, je vous le rappelle, étaient des accusations d'agression sexuelle et de crime contre enfants. La sentence fut rendue et Todd fut condamné à 15 ans de prison. Suite à ce verdict rendu, des agents présents au procès diront qu'ils ont assisté à une parodie de justice. Ses premières années d'incarcération se passèrent assez mal. Todd était violent, turbulent comme à son habitude, et alla donc à plusieurs reprises en isolement. Il était encore mineur et se trouvait souvent au cœur des problèmes au sein du centre pénitentiaire. Mais, arrivé à la vingtaine, son attitude changea complètement. Il était devenu plus calme, plus posé. Ce comportement laissait penser qu'il agissait ainsi pour obtenir ce qu'il voulait. Il entreprit des études de graphiste et obtint un bac informatique. Il n'aura jusqu'à la fin de sa peine plus aucun problème de discipline. En août 2001, après 14 années passées derrière les barreaux, Todd, âgé de 30 ans, sort de prison. Lorsqu'il retrouve sa liberté, il retourne vivre dans un premier temps chez sa mère, en Caroline du Sud, et il démarre, fort de son bac informatique en poche, une nouvelle vie. Il trouve en début d'année 2002 un emploi en tant que graphiste à Spartanburg, en Caroline du Sud. Il y restera près de 2 ans jusqu'en novembre 2003. Parallèlement, en 2003, à 32 ans, il commence à étudier les sciences commerciales à l'université de Greenville. Il continuera ensuite à l'université de Caroline du Sud où il obtient, alors il est intéressant de souligner qu'il travaille à plein temps en parallèle, un diplôme de sciences et gestion des affaires commerciales. En 2006, il demande une licence afin de devenir agent immobilier, mais il y avait un petit problème. Les candidats étaient obligés d'expliquer tout historique de condamnation pénale. Cependant, Todd,
qui était quelqu'un d'intelligent, avait un plan. Écoutez bien l'histoire qu'il racontera afin d'obtenir cette fameuse licence. Il expliquera que, lorsqu'il avait 15 ans, lui et sa petite amie passaient un bon moment, ensemble chez lui. Puis, à cause d'une broutille, une dispute éclata. Le ton monta et son chien effrayé s'enfuit de la maison. Du coup, Todd et sa copine ont passé toute la journée à chercher ce pauvre animal dans les ruelles de la ville. C'est alors que le père de la jeune fille, inquiet de ne pas avoir de nouvelles de celle-ci, alors qu'il savait pertinemment qu'elle était avec Todd, décida de signaler sa disparition à la police. La police rechercha donc les deux tourtereaux et les retrouva rapidement. Et, ironie du sort, lorsque Todd fut interpellé, il était malheureusement en possession d'une arme à feu. Arme qu'il justifiera car il avait peur. Peur à cause des nombreux gangs sévissant dans la région de Phoenix. Todd racontera également que le père de sa petite amie de l'époque lui vouait une véritable haine et avait tout fait pour le faire plonger afin de les séparer. C'est ainsi que le malheureux Todd a été accusé injustement d'agression sexuelle et fut condamné à 15 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. À ce niveau-là, franchement, c'est plus que du culot. L'histoire qu'il a racontée validait tous les chefs d'accusation qu'il avait contre lui à cette époque et qui étaient dans son dossier. Étant donné qu'il y avait très peu de vérifications et que Todd semblait sincère, tous ces mensonges ont fonctionné et c'est ainsi qu'il a pu obtenir cette fameuse licence d'agent immobilier. Il travailla donc quelque temps en tant qu'agent immobilier, il fit ses gammes et prit de l'expérience. C'est à cette période, en 2006, alors qu'il a 35 ans, qu'il rencontre Holly Huddy, une jeune femme douce et attentionnée. Le courant passera immédiatement et des sentiments amoureux naquirent. Todd et Holly commencèrent à entretenir une relation amoureuse. Todd est un homme en apparence comblé, il a une femme aimante, une situation professionnelle qui lui permet de vivre, d'avoir des projets et d'élargir son réseau. Au travail, Todd est quelqu'un de très apprécié et est considéré comme un sacré travailleur. Il se révélera alors être un excellent vendeur, l'un des meilleurs de la région et, fort de ce succès, il décidera de créer sa propre agence immobilière. TKA Real Estate, sa carrière était en plein essor. Il recruta des agents et petit à petit son agence était devenue l'une des meilleures de la région et la réputation de Todd était grandissante. Au bout de quelque temps, Todd avait à son service 12 employés. Il était doué pour la vente, pour le management ainsi que pour la gestion. Il s'est avéré être un véritable businessman et il vivait alors une fulgurante success story. Ce dernier était de prime abord d'abord perçu par ses collaborateurs et les gens qui le côtoyaient comme quelqu'un d'extraverti, travailleur et charismatique. Dans sa boîte, comme dans sa vie, c'était lui le boss, tout était sous son contrôle. Todd était un homme apprécié et respecté, mais vous allez voir qu'il ne va pas tarder à révéler sa véritable nature. Bien que globalement apprécié, il pouvait arriver à Todd de piquer une grosse colère quand ça n'allait pas comme il le souhaitait. Jusque-là, rien d'anormal, il nous arrive tous de sortir de nos gonds et de nous laisser emporter par nos émotions. Mais certains de ses collègues de travail commencèrent à ressentir un certain malaise lorsqu'ils étaient auprès de lui. En effet, Todd faisait souvent des blagues très osées et il faisait de plus en plus d'allusions sexuelles lorsqu'il parlait à ses collaborateurs. Mais ce qui rendait réellement l'ambiance lourde et malsaine était le fait qu'il pouvait passer des après-midi entières à regarder de la pornographie dans son bureau. De plus, il parlait totalement décomplexé et détaché de son statut de délinquant sexuel. Bien évidemment, il ne leur racontait pas ce qui s'était réellement passé, il leur racontait l'histoire du père qui ne voulait pas le voir sortir avec sa fille et qui avait tout fait pour le faire plonger. En dehors du travail, sa perversion prenait de plus en plus de place à tel point que les serveuses d'un restaurant où il allait quotidiennement refusaient de le servir car elles avaient peur de lui.
Lorsqu'il venait passer commande, c'était le cuisinier qui le recevait car il harcelait littéralement les filles en leur faisant des allusions sexuelles. Je tiens à vous rappeler que Todd est toujours en couple avec Holly à cette période, ce qui ne l'empêche pas de tenir des propos insidieux auprès de certaines femmes et de faire des allusions sexuelles au quotidien à qui veut bien l'entendre. Malgré sa perversion sur son lieu de travail et ses blagues plus que douteuses, il restait quelqu'un de très apprécié de ses pairs. Déjà, premièrement parce que c'était lui le chef, et en plus parce qu'il était considéré comme l'un des meilleurs vendeurs de la région. Todd, grâce à sa boîte, avait la gestion immobilière de nombreuses maisons. Du coup, il lui arrivait régulièrement de faire appel à des femmes d'entretien afin qu'elles lui fassent le ménage dans les différentes propriétés que son agence avait en gestion. C'est dans ce contexte que Kayla Brown, une jeune femme de 30 ans qui le connaissait par le biais de l'un de ses ex, décida de contacter cet agent immobilier à succès en se disant que ce Todd aurait certainement du travail pour elle. Elle le contacte donc afin de lui proposer ses services. Todd l'engage immédiatement et Kayla est ravie de pouvoir travailler. Il l'envoie dans diverses maisons et il est très satisfait de son travail et de son professionnalisme. Un jour, Todd demande à Kayla si elle souhaitait ramener l'une de ses amies ou quelqu'un pour l'aider dans ses tâches ménagères. Néanmoins, Todd lui expliqua qu'il ne la paierait pas plus, mais que si elle le souhaitait, elle pouvait appeler du renfort. Kayla accepta le deal et alla tout de suite proposer à son compagnon Charles David Carver, 32 ans, de l'aider dans ses tâches ménagères, chose qu'il accepta. Kayla et Charles David se fréquentaient depuis quelques mois et avaient décidé de s'installer ensemble. Du coup, ils étaient tous deux à la recherche d'argent à côté de leur travail afin de pouvoir démarrer au mieux leur vie à deux. Le 31 août 2016, Todd Kohlhepp donna rendez-vous à Kayla Brown et son petit ami Charles David Carver dans sa propriété pour une mission. Il s'agissait de débroussailler une partie des 40 hectares de sa propriété qui se trouvait sur une zone rurale de Caroline du Sud. Il avait acheté cette maison et son terrain, 300 000 $. Il avait également clôturé l'entièreté de son immense propriété pour 80 000 $. Kayla et Charles, dans la voiture de ce dernier, arrivèrent dans l'immense propriétaire de Todd à 13 km de Spartanburg. Todd ouvrit et referma le portail immédiatement derrière eux. Kayla et Charles ne se méfièrent pas car ils se disaient qu'avec un si grand espace, il devait certainement y avoir des animaux et que le propriétaire des lieux avait peur qu'ils s'échappent. Todd leur demanda ensuite d'attendre dans l'allée de sa propriété en attendant qu'il aille chercher des taille-haies dans son garage. Kayla et Charles, au milieu de nulle part, ne se doutaient pas un seul instant qu'ils étaient en train de passer leur dernier moment ensemble. Le 31 août 2016 était le dernier jour où l'on vit le couple. Mais leur disparition ne tarda pas à inquiéter leurs proches. En effet, la mère de Charles, qui avait l'habitude d'avoir son fils au téléphone tous les jours, ressentit que quelque chose n'allait pas. Et Kayla, quant à elle, était une fille très sociable qui avait de nombreux amis avec qui elle correspondait quotidiennement. Au bout de 2 jours sans nouvelles, leurs proches signalèrent la disparition. Ils décidèrent d'aller chez eux et constatèrent que leur chien était seul à la maison, sans eau ni nourriture. Ils virent également la seconde voiture du couple et posèrent un mot sur le pare-brise. La police commença à enquêter lorsque soudain, quelque chose d'étrange se produisit. Charles Carver commença à poster des messages sur Facebook en indiquant que Kayla et lui allaient bien, qu'ils venaient de se marier, attendaient un enfant et venaient d'acheter une maison. Dans un premier temps, leurs proches furent étonnés d'apprendre autant de choses de cette façon sans que personne ne soit au courant. Les proches du couple demandèrent alors où il se trouvait et pourquoi il restait injoignable au téléphone. Mais Charles, sur son Facebook, leur répondit qu'une seule personne savait où il se trouvait et que cela était suffisant. Il s'ensuivit une multitude de posts Facebook depuis le compte de Charles, tous plus étranges les uns que les autres. Les amis du couple questionnèrent Charles qui répondait de façon assez bizarre. Charles a même aimé la page Facebook qui était liée à sa disparition.
Les proches du couple se disaient que ça ne pouvait pas être Charles le réel auteur de ces posts, car déjà ce n'était pas dans son habitude d'être autant présent sur les réseaux, il y allait vraiment très peu. De plus, les posts étaient truffés de fautes d'orthographe et d'erreurs grammaticales, ce qui n'était absolument pas dans les habitudes de Charles. Et pour finir, sa façon d'écrire ne semblait pas être de lui. Vous l'aurez donc compris, l'auteur de tous ces posts et de ces messages n'était autre que Todd Kohlhepp lui-même. Les policiers enquêtant sur l'affaire ont épluché les conversations des comptes Facebook de Kayla et Charles jusqu'à trouver une discussion entre Kayla et Charles mentionnant le travail pour lequel ils étaient missionnés le 31 août par Todd Kohlhepp. Ils avaient enfin une piste. Ils se rendirent compte également que les derniers signaux émis par les téléphones émanaient de la propriété de Todd. Les forces de l'ordre obtiennent immédiatement un mandat de perquisition et se rendent à plusieurs équipes chez Todd. Celui-ci accueillit la première équipe, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une deuxième équipe de policiers sillonnait sa propriété à la recherche de Kayla et Charles. Les policiers cherchèrent jusqu'à tomber sur le conteneur dans lequel était prisonnière Kayla depuis plus de 65 jours. Lorsque les policiers délivrèrent Kayla, qui était apeurée et attachée par le cou comme un animal, elle leur raconta que Todd, le 31 août, pendant qu'il l'attendait devant la maison, était revenu avec une arme à feu. Il tua de 3 balles dans la poitrine Charles, sous les yeux d'une Kayla terrorisée. Elle expliqua en détail ce qu'il s'est passé ce jour-là. Kayla révélera aussi aux policiers qu'il y aurait dans la propriété sans doute au moins 2 autres cadavres enterrés, un autre couple qui travaillait également pour Todd Kohlhepp. Les policiers étaient stupéfaits, mais ils étaient loin d'être au bout de leur surprise. Holly Eddy, la compagne de Kohlhepp qui partageait sa vie depuis 10 ans, était horrifiée. Déjà car c'est elle qui avait payé une partie de ce container, mais là où elle n'en croyait pas ses yeux, c'est lorsqu'elle a entendu à la télévision Kayla dire aux policiers que Todd envisageait de tuer une certaine Holly. Elle n'arrivait pas à le croire. Todd souhaitait la tuer, elle aussi, elle était en plein cauchemar. Lorsqu'on lui demanda si elle se doutait de quelque chose, elle répondit que non. Bien qu'elle se doutait que quelque chose clochait chez lui, elle était loin de s'imaginer avec quel genre de monstre elle partageait sa vie depuis 10 ans. Lors de son interrogatoire, Todd semblait détaché et adoptait même une attitude décontractée. Il apparaissait presque sympathique, il sortait des blagues et riait avec les policiers. Les policiers lui demandèrent où se trouvaient les 2 corps que Kayla avait mentionnés. Il répondit qu'il y en avait bien plus et qu'il était prêt à passer aux aveux à condition de quelques faveurs. Il demanda donc à voir sa mère, à récupérer une certaine photo et il demanda également de pouvoir faire un virement bancaire au fils de l'un de ses amis afin qu'il puisse payer ses études universitaires. Mais pendant que les policiers hésitaient, Kayla, enfin libérée, faisait de terribles révélations. Elle expliquera qu'après que son petit ami Charles ait été froidement abattu devant ses yeux, il l'a forcé à prendre son corps et à le mettre dans une pelle de tracteur. Elle dira également que Todd l'avait tué car il s'était mis en colère contre elle. Kohlhepp lui dira qu'il aurait fait cela afin qu'elle soit docile et pour la détruire psychologiquement. Car pour soumettre quelqu'un, lui a-t-il dit, il faut tuer l'être le plus cher de cette personne. Todd l'enfermera ensuite comme un chien dans son conteneur avec une chaîne à son cou. Elle avait le droit de manger seulement 1 fois par jour. Todd venait la visiter quotidiennement, 2 fois par jour, il lui rendait visite afin de la violer. Et si elle était docile, il l'autorisait à se laver. Kayla s'est faite violer 2 fois par jour pendant plus de 2 mois. Pendant 65 jours de captivité précisément, encore aujourd'hui, des experts estiment qu'elle s'en est sortie grâce à son énorme force de caractère. Todd lui disait qu'il était un meurtrier de masse et que son objectif était d'arriver à un score à 3 chiffres. Il souhaitait avoir 100 morts à son actif.
Il lui dit également qu'il était un agent du gouvernement et qu'il tuait pour les États-Unis. Kayla, désemparée et horrifiée, rentrait dans son jeu afin qu'il ne la tue pas. Todd disait aussi à Kayla qu'un jour, elle aurait le syndrome de Stockholm et qu'elle tomberait amoureuse de lui. Une fois que ce sera le cas et qu'elle serait digne de confiance, il lui apprendrait le maniement des armes et ferait d'elle sa partenaire de crime. Il lui raconta également qu'il envisageait de tuer une certaine Holly, qui était alors sa petite amie depuis 10 ans. Durant ce temps-là, les policiers acceptèrent la requête de Todd. Il put donc voir sa mère, récupérer la photo qu'il souhaitait et faire un virement au fils de son ami. Après ça, Todd révélera alors l'emplacement et l'identité de 2 autres corps qui étaient enterrés dans sa propriété. Il s'agissait d'un jeune couple que formaient Johnny Joey Coxey, 29 ans, et Megan Coxey, 26 ans, disparus tous les deux le 22 décembre 2015. Ils étaient venus dans la propriété de Kohlhepp, comme Kayla Braun et Charles Carver, afin de soi-disant faire une mission d'entretien. Johnny a été tué le jour même, le 22 décembre 2015, et sa femme Megan fut tuée une semaine plus tard. Mais Todd, contre toute attente, n'avait pas fini de déballer son sac, et certainement pour flatter son ego, il révélera d'autres crimes. Il avouera la fusillade de Chesney, qui a eu lieu dans une concession de moto le 6 novembre 2003, soit 16 ans auparavant. Kohlhepp révélera des détails de l'enquête qui n'ont jamais été rendus publics. Le 6 novembre 2003, un client a trouvé 4 personnes abattues à l'intérieur d'un magasin de moto à Chesney. Au départ, ce client, qui était un régulier de ce magasin, pensait à une blague jusqu'à ce qu'il comprenne que les 4 personnes se trouvant dans le magasin étaient bel et bien mortes. Les victimes ont été identifiées comme étant le propriétaire Scott Ponder, 30 ans, le directeur des ventes Brian Lucas, 30 ans, le mécanicien Chris Shepard, 26 ans, et la comptable Beverly Guy, 52 ans, qui était la mère de Scott Ponder, le propriétaire du commerce. Tous les 4 sont morts de multiples blessures par balle. Avant que Kohlhepp ne confesse cette fusillade en 2006, les enquêteurs piétinaient depuis 13 ans sur cette affaire et n'arrivaient pas à comprendre le motif, car aucun argent n'avait été dérobé, comme le témoigne une enveloppe remplie de billets laissés sur le comptoir. Todd Kohlhepp a fait ces révélations alors qu'il s'entretenait avec sa mère. Et il a raconté qu'il était un client mécontent et qu'il était plusieurs fois venu au magasin afin de se faire rembourser une moto qu'il avait achetée récemment et qui, selon lui, avait un problème mécanique. De ce fait, il n'arrivait pas à la conduire. Les salariés du magasin de moto refusèrent à plusieurs reprises de la lui reprendre et se sont mis à le prendre de haut, en lui disant que la moto n'avait aucun souci. Ils lui diront également que le seul souci qu'il y avait, c'était que Todd ne savait pas conduire la moto et ils se sont moqués de lui. Fou de rage, il sortit du magasin et revint quelques instants plus tard armé et il commença son carnage. Il tua de sang-froid toutes les personnes présentes sur les lieux, puis s'en alla comme si de rien n'était. La perquisition de la propriété de Kohlhepp a également révélé de nombreuses armes, dont des pistolets 9 mm équipés de suppresseurs, des fusils semi-automatiques et une quantité énorme de munitions. Il n'y avait aucune trace de vérification du profil de Kohlhepp lors de l'achat de ses armes à feu. Les enquêteurs pensèrent alors qu'il avait probablement acheté ses armes illégalement. Peu après son arrestation, les autorités du comté de Spartanburg ont découvert un certain nombre de critiques, d'avis postés sur Amazon. Mais ce n'était pas n'importe quel avis. Todd faisait des retours obscurs, du genre pour une petite pelle pliante, à laisser dans la voiture pour quand vous devez cacher des corps et que vous avez laissé la grande pelle à la maison. N'est malheureusement pas livré avec un nain, ce qui aurait été bien. Ou encore concernant les cadenas qu'il avait utilisés pour verrouiller son container. Des verrous solides, j'en ai mis 5 sur un container. Ça ne les arrêtera pas, mais ça les ralentira jusqu'à ce que vous soyez assez loin.
Il ne se cachait d'ailleurs même pas pour poster ses avis car ils étaient postés sous son véritable nom. Todd agissait en toute impunité et démontrait une arrogance sans limite. Suite à son arrestation, Kohlhepp a affirmé qu'il y avait de nombreuses autres victimes en plus de celles mentionnées ci-dessus. Quand on lui a demandé combien, il a répondu « Vous n'avez pas assez de doigts pour tous les compter ». Au cours de son interrogatoire, il affirmera également avoir tiré sur une victime en Arizona. Le 18 novembre 2016, il a été signalé que le département de police de Tempe en Arizona avait ouvert une enquête concernant Kohlhepp, recherchant des homicides non résolus au cours des 3 dernières décennies. Ils ont dit qu'ils se concentraient sur des cas allant de 1983 à 1986, ce qui correspond au moment où Todd Kohlhepp vivait encore chez son père. Le 25 novembre 2016, la police de Caroline du Sud a annoncé avoir des présomptions sur Kohlhepp dans un vol de banque et un triple homicide non résolu en 2003 à la Blue Ridge Savings Bank. Ce crime était séparé de la fusillade du magasin de moto de Chesney de 6 mois. Cependant, le 16 mai 2018, aucun lien n'a été établi entre Todd Kohlhepp et les meurtres, dont il a toujours nié être l'auteur. Étant donné que Todd Kohlhepp avait une licence de pilote, certains pensent que ces crimes ne se sont pas résumés au seul État de Caroline du Sud et qu'il aurait pu commettre des crimes aux 4 coins des États-Unis durant les 10 dernières années. En décembre 2017, Kohlhepp, qui avait un ego démesuré et aimait attirer l'attention sur lui, a écrit au journal de Spartanburg affirmant qu'il avait beaucoup plus de victimes qui n'ont pas été découvertes. Todd Kohlhepp a été accusé de 7 chefs d'accusation de meurtre en relation avec la fusillade de Chesney. Le meurtre du couple Coxey, Johnny et Megan, ainsi que le meurtre de Charles Carver. Il aura aussi 2 chefs d'accusation d'enlèvement et d'agression sexuelle sur Kayla Brown, ainsi que d'autres chefs d'accusation concernant la détention des armes qui se trouvaient à son domicile. Todd a été décrit lors de son procès comme une personne manipulatrice, instable émotionnellement, possédant une très grande estime de soi, un ego démesuré. Il semblait à son procès assez fier et détaché comme à son habitude. Selon un rapport, les proches des victimes de la fusillade de Chesney ont intenté une action en justice contre lui. Le 1er décembre 2016, il a aussi été annoncé que Kayla Brown a également intenté une action en justice. Le 26 mai 2017, Kohlhepp a plaidé coupable à 7 chefs d'accusation de meurtre, 2 chefs d'enlèvement et un chef d'agression sexuelle criminelle. Il a été condamné à 7 peines consécutives à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, ainsi qu'à une peine de 60 années supplémentaires au cas où il vivrait plus de 700 ans. Il réussit néanmoins à négocier et à obtenir en plaidant coupable d'éviter la peine de mort. Bien que sa défense ait certifié lors de sa condamnation qu'il n'y avait pas d'autres victimes à trouver, Kohlhepp a depuis admis à plusieurs reprises qu'il y avait eu au moins 2 autres meurtres. En août 2018, il n'avait pas encore donné de détails aux autorités. Kayla s'est retrouvée face à lui au tribunal forte et digne. Elle souhaitait l'affronter et lui prouver qu'elle n'était pas détruite psychologiquement et qu'elle se devait d'être une femme forte et aller de l'avant comme l'aurait souhaité son défunt amoureux Charles. Un psychiatre a évalué que Kayla aura besoin toute sa vie d'un suivi psychologique. On lui a également diagnostiqué un trouble bipolaire, ce qui est, je pense, normal après avoir vécu toutes les horreurs qu'elle a vécues pendant 65 jours de captivité. J'espère que Kayla Brown pourra s'en remettre, qu'elle essaiera de reprendre une vie normale et qu'elle pourra enfin aller de l'avant. J'ai aussi une pensée particulière pour toutes les familles des victimes de Todd. Je leur souhaite de réussir à pouvoir faire leur deuil, bien que l'on ne puisse jamais le faire totalement. J'espère qu'elles pourront retrouver un petit peu de sérénité et de paix. En août 2020, une partie des biens de Todd Kohlhepp a été vendue aux enchères et les gains obtenus ont été reversés aux familles des victimes. Todd était, depuis sa plus tendre enfance, violent, il était colérique et il faisait du mal aux animaux.
Comme précisé en début de vidéo, il arrive souvent que durant l'enfance, nous expérimentons le monde qui nous entoure et que la curiosité qui anime un enfant puisse le mener à faire des choses jugées comme inacceptables, immorales. Il ne faut cependant pas dramatiser la chose, mais il ne faut pas la négliger non plus. Par précaution, chaque situation doit être évaluée individuellement. Il faut aussi différencier les actes d'expérimentation des actes pathologiques. De 1 à 6 ans, l'enfant expérimente sa curiosité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout n'est que jouet et les animaux du foyer n'y font pas exception. Il faut donc expliquer aux enfants que les animaux ne sont pas des jouets. Il faut donc expliquer à l'enfant qu'il ne faut pas maltraiter un animal ou toute personne vulnérable. Il faut également éviter à cet âge de le laisser seul avec des animaux de compagnie, notamment pour la sécurité de l'enfant. Et si ce dernier est en âge de comprendre qu'il a fait du mal intentionnellement ou sans en avoir conscience à des animaux, il est bien de le mettre dans la situation inverse et de lui demander s'il accepterait de se faire traiter ainsi. De 6 à 12 ans, l'enfant sait normalement qu'il n'est pas acceptable de faire du mal à un animal ou à d'autres personnes. Mais si ce dernier continue et semble y prendre du plaisir, il s'agit là d'un problème psychologique plus profond. À partir de là, il faut rechercher une aide professionnelle extérieure afin que l'enfant suive une thérapie. Quand l'enfant entre dans l'adolescence et qu'il agresse ou tue des animaux, il peut s'agir d'un trouble antisocial qui doit être surveillé par des thérapeutes. En conclusion, il ne faut ni dramatiser ni diaboliser un acte de violence fait sur un animal ou un autre enfant. Cela ne signifie pas que votre enfant deviendra un sombre tueur en série. Chez le jeune enfant, sa curiosité naturelle peut l'amener à faire des expériences désagréables à l'encontre des animaux. Mais c'est de notre responsabilité de lui donner une bonne éducation afin qu'il comprenne ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il faut néanmoins rester sensible aux jeunes qui s'en prennent violemment et régulièrement aux animaux comme pour défouler une certaine colère. Et l'observation la plus importante étant l'enfant ou l'ado qui prend plaisir à voir souffrir un animal ou une personne, il faut alors intervenir immédiatement en s'adressant à des professionnels afin de trouver la cause de tels abus. J'ai constaté depuis que j'ai lancé cette chaîne que, dans la majorité des affaires, la peine de mort est très souvent demandée, si ce n'est pas systématiquement, dans les États où elle n'a pas encore été abolie. Or, il s'avère qu'elle est très rarement appliquée. Souvent car le criminel, en plaidant coupable, évite la peine de mort. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, si vous êtes favorable ou non pour la peine de mort et pour quel type de crime. Vos avis m'intéressent et je mettrai également un petit sondage après la vidéo afin de connaître la proportion de celles et ceux qui sont pour ou contre. Vous pouvez bien évidemment échanger dans les commentaires, cet espace est fait pour ça, mais je vous demande, une fois n'est pas coutume, de rester courtois et bienveillants les uns avec les autres. Car malgré le fait que nous n'avons pas tous les mêmes avis, et heureusement, il faut respecter les opinions de chacun. On peut apporter la contradiction, bien évidemment, et amener des arguments, mais toujours dans le respect de chacun. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et franchement bravo à vous si vous êtes toujours là parce que je crois que la vidéo va être assez longue. N'hésitez pas à mettre un petit like parce que franchement ça fait toujours plaisir et ça motive. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur ma chaîne, mais jusqu'ici surtout, restons prudents.